Will est votre lycéen moyen et moche inscrit dans une académie de magie sans magie, juste à cause d'un bon vieux bouclier scénaristique. Alors que tout le monde essaie de gagner la gloire en devenant le mage le plus puissant, Will est là pour perdre sa virginité avec son ami d'enfance. Tout le monde à l'académie, y compris les professeurs, se moque de lui. Cependant, Will continue de prouver que parfois une baguette a besoin d'une épée. Dans la capitale, les enfants doués pour la magie sont prioritaires dans la meilleure académie de magie. Mais cela signifie-t-il que des talents comme notre protagoniste sans aucune affinité pour la magie n'ont aucune chance? La réponse est bien sûr que non, à cause de l'interférence de l'armure scénaristique. Au 7e étage du donjon, Will combat de puissants monstres avec une épée pour collecter des points extracurriculaires. Cela aurait été tellement plus facile si Will avait été une fille, mais les hommes doivent travailler pour obtenir des choses. Il veut faire tout ce qu'il faut pour surpasser les duchesses magiques de sa classe en jouant au match. En classe, un étudiant explique que canaliser un peu de magie dans le minerai brut crée une réaction chimique. Le soufre produit peut être utilisé comme catalyseur pour conjurer de belles flammes. Le professeur Edward le complimente pour avoir raison et veut que quelqu'un démontre la procédure. Il choisit Will malgré le fait qu'il sait que sa magie s'est tarie. Cependant, il somnole en classe, se demandant qui sera le prochain président des États-Unis. Edward l'appelle plusieurs fois pour le réveiller. Il demande au professeur de répéter l'explication. Mais Edward n'en a rien à faire de lui. Il veut juste qu'il se mette à genoux et démontre l'art de gagner des points supplémentaires. Les affirmations condescendantes d'Edward sont un processus simple. Il a juste besoin de transférer un peu de magie et le feu s'allumera. Will concentre toute son attention sur le sort, mais ne parvient à aucun résultat. Quelques instants plus tard, le professeur claque la langue, faisant rire toute la classe. Il fait taire la classe, exprimant son incrédulité que leur institut permette à un incapable comme lui d'étudier la magie. Il croit que les rats de bibliothèque qui prennent des notes ne sont bons qu'à faire le sale boulot. Il le juge complètement irrécupérable. À ce moment-là, un camarade de 6e année, Sian, lance un sort de feu basique pour allumer la torche. Edward lui rappelle que lancer des sorts sans permission est interdit dans leur classe. Sian, le gamin arrogant qui se prend pour Dieu, s'excuse de ce comportement, disant que son pote avait besoin de lumière. Edward lance une magie d'éclairage sombre pour cristalliser les flammes, mais surtout, il veut faire passer un message. Il rappelle à tout le monde que la magie est plus importante que la taille des bonnets. La magie est l'autorité suprême, donnant un statut prestigieux à ceux qui ont un talent inné. Les autres peuvent rester dans les couloirs et nettoyer comme un bon petit concierge. Plus tard dans le couloir, Sian et son acolyte, un cliché classique de chaque tyran, empêchent Will de traverser la route. Ils sont sur le point de lui en faire voir de toutes les couleurs, mais son chevalier en armure étincelante, Colette, s'interpose entre eux. Sian veut qu'elle se joigne à la fête pour l'intimider. Cependant, elle s'approche de lui comme une gangster, affirmant que Will est plus gentil qu'il ne le sera jamais. Elle lui dit d'arrêter d'intimider son ami, ce qui le rend fou. Sian suggère de ramener son ami de La La Land. Il leur rappelle que Will ne pourrait jamais être un Magia Vendor. Colette se sent mal pour lui d'avoir à subir le cours d'Edward. Cependant, il est content qu'une fille mignonne comme elle s'inquiète pour lui. Elle s'énerve face à ses flatteries et affirme que cela ne le mènera nulle part. Mais vu comment elle agit, je crois que Will va avoir de la chance ce soir. Il prétend qu'un giga-chad lui a appris à complimenter les filles dès que l'occasion se présente. Elle lui dit de se taire avant que son poing n'aplatisse son visage. Tout à coup, Will regarde silencieusement la tour au centre de la ville. Colette s'inquiète de ce changement soudain et demande ce qui s'est passé. Will dit que le ciel est aussi beau que jamais. Il n'arrive pas à croire que les 5 Magia Vendors soutiennent le ciel au quotidien. Il y a longtemps, des êtres connus sous le nom d'hôtes célestes menaçaient l'existence de l'humanité et remplissaient le monde de ténèbres. 5 mages se sont levés pour repousser la menace. Ils ont créé une barrière pour soulever le ciel. Ces 5 mages ont reçu le plus haut titre honorifique pour un mage, connu sous le nom de Magia Vendor. Chaque magicien vivant rêve d'atteindre cette gloire au moins une fois dans sa vie. Colette se demande si la Vierge de Glace les observe actuellement. Il lui assure qu'elle regarde par la fenêtre. L'année précédente, l'ami d'enfance de Will, Elfaria, lui a parlé de gigantesques orbes appelés le Soleil et la Lune qui orbitent dans le vrai ciel. Mais elle était surtout intriguée par un coucher de soleil. À ce moment-là, tous deux ont fait la promesse de devenir Magia Vendors et de regarder le coucher de soleil ensemble. Elfaria a pris cette petite promesse faite sur un coup de tête au sérieux. Avec son talent, elle est devenue la plus jeune Magia Vendor et a gravi la tour. Cependant, ses talents ne peuvent même pas être considérés comme médiocres, mais sa détermination à tenir sa promesse est inébranlable. Après la pause, le professeur Workner crie sur Will, lui demandant s'il est devenu fou. Il est allé au donjon sans permission et a combattu au 7e étage. Pourtant, après avoir examiné les matériaux du monstre, Workner lui accorde 2 crédits, remontant ainsi son moral. Le professeur demande s'il est toujours déterminé à devenir Magia Vendor. Will rétorque en demandant si c'est vraiment aussi mauvais que les gens le disent. Workner lui dit franchement qu'il doit avancer à l'Institut supérieur avant de viser à devenir un Magia Vendor. Pour obtenir son diplôme, il doit avoir des crédits supérieurs en travaux écrits, en travaux de sortilège et en pratique. Malgré sa compréhension de la situation, Will insiste pour obtenir des crédits uniquement à partir des pratiques.
En fin de compte, Workner se rend compte qu'essayer de raisonner avec Will, c'est comme crier dans le vide. Il dit à Will qu'il doit rassembler 4 crédits avant la fin de la semaine. Quelques secondes plus tard, il réalise que la semaine se terminera dans 2 jours. Il s'agenouille pour chercher un monstre qui vaut 4 crédits. Workner réfléchit à voix haute, nommant un monstre valant 4 crédits que Will n'a pas encore vaincu. À leur insu, Sian entend parler du monstre et décide de le tuer avant que Will ne puisse l'atteindre. Il se débarrassera enfin du garçon qui a terni la réputation de leur académie. Et d'un autre côté, Will entre au 6e étage du donjon, avec Kiki à ses côtés. Le chat n'est pas sûr qu'il puisse combattre un Baskerville. Cependant, il assure à Kiki qu'il ne se fera pas brûler comme la dernière fois. En attendant, Sian et ses 2 acolytes se concentrent sur l'élimination du Baskerville pour expulser Will. L'un d'eux demande s'ils ont une protection dans leur poche. Sian lui rappelle que les gars de haut niveau comme lui n'ont pas besoin de précautions de sécurité. Il prévoit d'utiliser un sort de recherche pour trouver la bête. Soudain, un monstre géant d'une vitesse folle apparaît devant eux, effrayant les 2 acolytes. Will entend leurs cris et suit immédiatement le son. En se basant sur l'activation, il suppose qu'ils ne sont pas loin. En arrivant sur les lieux, il trouve un malveillant sentient de 10 crédits en train de harceler un enfant. Il ne sait pas pourquoi le sentinelle malveillant est monté de plusieurs étages. Il jette ensuite un coup d'œil à l'humain qui se révèle être Sian. Il lance constamment de la magie de feu sur la chose. Cependant, Will sait que ses attaques dérisoires ne peuvent rien faire contre un monstre de haut niveau. Alors que le monstre s'approche de Sian, il réalise que Sian pourrait mourir. Will se rend compte qu'il doit intervenir et le sauver. À ce moment-là, il se souvient de toutes les fois où Sian et son ami l'ont harcelé. Il se demande s'il est vraiment nécessaire de sauver un salaud comme lui. Quelques secondes plus tard, il se souvient qu'El-Faria l'a appelé la personne la plus gentille du monde. Il veut être quelqu'un de digne qui peut se tenir à ses côtés. Malgré son absence de talent en magie, il veut être son épée. Will entre sur le champ de bataille et sauve le cul de Sian de l'écrasement. Il repousse les pieds du monstre loin de Sian. Utilisant sa force musculaire, Will passe à l'offensive et frappe sa carapace. L'impact du coup détruit le sol en dessous d'eux. De retour à la surface, Edward se précipite vers le bureau de Workner au milieu de la nuit. Non, il n'est pas fan de manga BL. Il révèle que Sian et son conseil de crétins sont allés dans le donjon sans autorisation. Il se lève, incrédule qu'un étudiant d'élite puisse faire un tel coup. Edward révèle qu'ils sont au 6e étage et demande à Workner d'envoyer son familier à l'intérieur. En entendant cela, il se calme et dit à Edward qu'il n'y a pas besoin de paniquer. Il active son orbe d'espionnage, révélant que Will est au même étage qu'eux. Pendant ce temps, dans le donjon, l'impact de l'épée de Will et des crocs du monstre détruit le 6e étage. Il tourne autour du monstre pour créer de l'élan et couper sa corne. Le monstre le repousse avec colère. Profitant de la distance, le monstre lui lance des pierres depuis les étages détruits. Cependant, Will tranche les pierres avant qu'elles ne touchent le sol. Il attaque ensuite par surprise depuis le dessus, portant un coup fatal. Sian regarde ce combat depuis le premier rang, mais n'arrive toujours pas à y croire. Il se demande s'il s'agit du même Will Surford qu'avant. Même Edward n'en croit pas ses yeux. C'est alors que Workner déclare que Will est totalement différent d'eux. Alors que le combat continue, Workner explique que Will possède le corps robuste d'un nain. Ses compétences d'observation peuvent lire les schémas ennemis après les avoir vus une fois. Il démontre ce mouvement en contrant une attaque que le monstre a utilisée auparavant. Il inflige de lourds dégâts au monstre, le rendant furieux. Workner affirme que dans un monde plein de baguettes, Will est une épée solitaire. Alors que le monstre déchaîne son souffle de feu, il révèle son véritable pouvoir. Will tranche l'attaque magique avec son épée spéciale. Le coup de son épée est comme un éclair, terrassant ses ennemis en un instant. Quand la fumée se dissipe, il demande si Sian est blessé d'une quelconque manière. Il laisse échapper sa frustration en mordant sa langue jusqu'à la faire saigner. D'un autre côté, Edward frappe la table de toutes ses forces. Il refuse de croire qu'un garçon sans magie puisse d'une manière ou d'une autre la transcender. Workner essaie de l'arrêter, mais ses efforts sont vains. En revenant à la surface, Will se fait gronder par le professeur avant de recevoir les 10 crédits pour avoir vaincu le monstre. 5 ans plus tôt, Will ressemblait à un homme ordinaire qui ne pouvait pas passer à l'action. Les PNJ en arrière-plan bavardaient sur le manque de pouvoir magique de Will. Certains pensent que ce n'était qu'une rumeur, mais la majorité sait que c'est vrai. Il n'est qu'un appât pour attirer El-Faria à rejoindre l'académie. Cependant, il pense qu'il devrait être expulsé puisqu'elle a gravi la tour et est devenue la plus jeune McGiovanner. Il se dirige vers le bureau du directeur avec un air triste, disant à tout le monde que c'est son dernier jour à l'école. Le professeur Workner se tient dans la pièce en tant que médiateur entre Will et Caldron, le directeur. Elle agite sa baguette et lui remet une épée faite d'un métal spécial qui peut couper la magie. De manière inattendue, un nouveau Will s'éveille en lui alors qu'il tranche tous les cercles magiques lancés par Caldron. Workner est tellement stupéfait par sa performance que ses jambes flanchent et sa bouche reste ouverte. Pendant ce temps, Caldron rit de la chose unique qu'ils ont entre les mains. Elle décide de lui permettre de continuer à étudier à l'académie malgré ses lacunes. Choqué, Workner répète ce qu'elle vient de dire et demande si l'âge embrouille son esprit.
Il lui rappelle que Will peut utiliser n'importe quelle magie comme zéro. Elle affirme que ses yeux ne sont pas encore finis. En fait, elle n'a jamais rien entendu auparavant. Will interrompt leur conversation pour les inonder de questions. Il demande si monter la tour sera possible s'il étudie à l'académie. D'une voix tremblante, il demande si devenir fort peut l'aider à rejoindre Elfaria au sommet de la tour. Caldron explique que ses rêves se réaliseront, mais seulement s'il est diligent et ferme face aux expériences intimidantes. Ce n'est qu'alors qu'il pourra atteindre le sommet de la tour. Il tient fermement l'épée, prenant les mots de Caldron à cœur. Après son départ, elle demande à Werkner de le surveiller de près comme un parrain. Elle est impatiente de voir le parcours d'une épée pour devenir une baguette. De retour au présent, Will renifle du chocolat dans la classe de Willie Werkner. Le cours d'aujourd'hui porte sur l'ascension de la tour, ce qui signifie fréquenter l'académie supérieure. Seuls ceux-là peuvent devenir Magiovanner au plus haut honneur qu'un mage puisse atteindre au sommet de la tour Mercedes Col. Il n'y a que deux façons pour un mage d'obtenir ce rang. Premièrement, ils doivent créer un nouveau type de magie inconnu de l'humanité. Deuxièmement, ils doivent gagner 72 000 points de crédit. Werkner révèle que la majorité des mages montent avec la première option, tandis qu'il n'y a qu'une minorité qui peut gagner 70 000 crédits. À ce stade, sa classe n'a aucune chance de réussir. Monter la tour est un rêve lointain, et donc, il les entraînera dans un cours supplémentaire, faisant pleurer tout le monde. Après les cours, Will a l'impression que son âme va quitter le monde des mortels sans aucun avertissement. Colette n'arrive pas à croire que Werkner les a forcés à prendre des cours supplémentaires. Il lui dit que Werkner leur a fait passer des examens blancs complets et les a instruits sur les examens. Elle lui rappelle que ses crédits d'écriture sont au maximum, mais que Will est à la traîne à cause de son manque de talent en magie. Cependant, échouer dans une matière ne signifie pas qu'il ne devrait pas l'étudier. Quelques instants plus tard, il trouve Sien et ses acolytes en train de parler de lui, en train de vaincre un sentinelle maléfique. Il explique toute la scène du début à la fin. La foule pense que la position de Sien à l'académie atteindra le top 3 des étudiants les plus talentueux. Cependant, il sait que tout n'est qu'une arnaque. C'est comme prendre des photos d'un studio et dire que c'est un jet privé. Pour ajouter de l'huile sur le feu, il voit Will et Colette passer près de lui. Il se ferait un chemin à travers la foule, attrapant son col. Il veut savoir comment un gamin sans talent comme lui peut faire quelque chose comme ça. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Colette intervient, le forçant à arrêter d'intimider les faibles. D'un autre côté, Edward entre dans le bureau du directeur pour demander l'expulsion de Will de l'académie. Elle ne comprend pas ses raisons de l'expulser alors qu'il a réussi à atteindre sa 6e et dernière année. Pourquoi devrait-elle le faire tomber si loin dans le jeu? Comme il le dit, l'académie n'a pas besoin d'un guerrier qui n'est pas un mage. De plus, il peut d'une manière ou d'une autre surpasser la magie sans l'utiliser. Elle ouvre le dossier des performances précédentes de Will, partageant ses scores écrits inégalés avec Edward. Elle croit aussi que ses recherches apportent un éclairage unique. Il excelle à un tel degré que qualifier cela de simple excellence est insultant. De nombreux chemins s'ouvrent à lui dans le futur. L'Académie a la responsabilité de former des érudits pour ce jour fatidique. Edward lui rappelle que Will ne se contentera pas d'un poste d'érudit ordinaire. Il veut devenir un Magivender. Sur ce point, elle lui permet de tester Will à sa guise. Le contenu et l'extrémisme du test sont à sa discrétion. En partant, elle pense qu'Edward connaît le mieux les Magivenders. En même temps, Will cache son épée avec l'aide de Colette. Elle commente qu'il ne change jamais. Il prend l'insulte comme un compliment, bien sûr. De plus, les responsables ne les laisseront pas porter une épée sur le campus et son colocataire, Rusty, ne la prêtera pas sans quelques noix. Plus tard à la bibliothèque, ils étudient tous les deux avec diligence la bataille de Garzaronso de l'année magique 344. Les nains étaient une race d'un autre monde qui était en colère à cause de l'exploitation, du surmenage et d'un traitement pire que celui des elfes. L'armée des nains était de 10 000 en comparaison. La tour n'a envoyé qu'un seul mage. Colette se demande pourquoi Will étudie si intensément alors que ses crédits d'examen écrits sont parfaits. Il veut tout réviser pour s'assurer qu'aucun crédit ne soit perdu. De plus, Will comprend ce que les nains ressentaient. L'expression « ne jamais abandonner » lui donne une détermination qui peut surpasser la magie. Elle réalise immédiatement que cette phrase larmoyante vient de Werkner. Il essayait sans cesse de faire fonctionner son outil et il est toujours en phase d'essai. Alors qu'ils s'amusent à la bibliothèque, Edward envahit leur intimité en leur disant de réserver une salle. Mettant les absurdités de côté, il demande à Will de venir seul dans la salle d'entraînement de sorts. Elle ne savait pas qu'Edward avait ce genre de fétiche. En se rendant dans le hall, Edward lui rappelle qu'il échoue en cours de sorts. Il va lui donner une leçon personnelle, un cours supplémentaire uniquement pour lui. Les deux se tiennent face à face dans le silence. Edward lance son sort de foudre noire, détruisant une zone près de son pied. Il dit que la mission de Will est de lui porter un seul coup. Il gagnera 5 crédits de travail de sort pour avoir accompli sa tâche. Sinon, il sera expulsé, le laissant choqué. Pendant ce temps, Werkner frappe à la porte du directeur, répondant à sa convocation. Après être entré, il trouve un orbe géant diffusant en direct le match de Will et Edward. Elle explique qu'Edward effectue un test. Tout comme elle a apprécié sa demande pour que Will continue à étudier, elle doit considérer l'inquiétude d'Edward pour Will poursuivant une illusion. Werkner n'a pas de problème avec le test, mais avec la personne qui passe le test.
Cauldron le force à exprimer son opinion. Il révèle qu'Edward est ce qui se rapproche le plus d'un Magivender. Certes, il a perdu avant d'en devenir un, mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas un ascendant. De retour dans la salle des sorts, Edward lance un sort de magie noire de bas niveau. Cependant, Will est incapable de comprendre le pouvoir extravagant du sort. Il bondit de côté, utilisant sa vitesse supérieure pour lancer un coup de pied volant. Malheureusement, Edward a lancé un bouclier sur lui-même. Il affirme qu'essayer de briser un bouclier magique avec sa jambe est risible. Il l'envoie valser avec un simple sort. Will peut à peine ouvrir les yeux à ce moment. La vitesse d'incantation d'Edward est si rapide qu'il peut contrer son attaque. De plus, la dernière attaque était fatale, le faisant cracher du sang. Alors qu'il essaie de se ressaisir, Edward déclare qu'il va utiliser 2 sorts. Ses flammes le réduisent en cendres et son bouclier pour arrêter ses coups risibles. Avec cela dit, il lance une série magique, superposant plusieurs fois un seul cercle d'incantation. Will réalise qu'il va attaquer avec une rafale de flammes sombres. L'attaque le frappe directement, le repoussant de quelques pieds. Il se rend compte qu'il est impossible de battre quelqu'un comme Edward sans son épée. Heureusement, Colette organise son casier parce qu'il n'y a rien de mieux à faire. Elle se demande comment se passe le cours. Naturellement, elle suppose qu'Edward force Will à lui faire une fellation, ou qu'il satisfait peut-être son fétichisme de la fessée. Soudain, Kiki arrive sur les lieux, blessé à cause des flammes sombres. Il pointe vers le casier à épée, lui disant que Will est dangereux. Pendant ce temps, Edward déclare que Magivander est le summum de la magie alors que ses compétences ne sont même pas médiocres. Alors qu'il s'approche du corps sans vie de Will, il lui rappelle la bataille de Garzaronso. Il révèle que les nains se sont rebellés avec une armée de 10 000. Il demande à Will combien de mages ont été envoyés par la tour. Il essaie de se lever et de répondre à la question, mais Edward lui marche sur la tête, disant qu'il n'y avait qu'un seul mage. Malgré cela, Will ne perd pas espoir de gagner. Il attrape sa jambe, le forçant à bouger. À ce moment-là, Edward est confus quant à la noble raison que Will porte dans son cœur qui le motive. Il tient fermement son cœur et dit qu'il veut être aux côtés de ceux qu'il aime de tout son cœur. Il accomplira la promesse faite à Elfaria de regarder le coucher de soleil. Choqué à mort, il ne peut pas croire que Will vise à atteindre le sommet de la magie juste pour un amour terrestre. Mais il se fiche de ce qu'Edward pense. À ce moment-là, Colette se précipite sur les lieux et lui donne la lame. Edward attaque avec l'intention de tuer, mais Will tranche à travers l'attaque. Il lance une rafale de sorts. Au lieu de fuir malgré ses mains et ses pieds tremblants, Will sait que traverser les flammes est sa seule option pour gagner. Pendant sa course, Will explique qu'il y a plus dans la bataille de Garzaronso que ce que les gens savent. Le légendaire commandant nain a porté un coup au mage, le faisant reconnaître. L'épée a atteint une baguette même pour une seconde. Et il utilise la fumée de l'attaque pour lancer une frappe puissante depuis l'angle mort d'Edward. Sa puissance est suffisante pour briser le bouclier et porter un coup. Edward ne dit pas un mot, sauf pour le récompenser avec 5 crédits de sort et s'en va. D'un autre côté, Cauldron rit aux éclats en complimentant la puissance de Will. Il y a 10 ans, ce jour-là, Elfaria se rendait à l'Institut supérieur. Will la suivait comme un perdant. Elle se tourne vers lui, lui rappelant qu'il est la personne la plus gentille du monde entier. C'est quelque chose qu'elle sera toujours. Sur ce, elle dit au revoir et lui tourne le dos. Bientôt, le cerveau émotionnellement endommagé de Will réalise que sa carte V s'en va. Il promet de ne jamais abandonner d'essayer de grimper la tour. Il se tiendra certainement à ses côtés, même s'il n'y a plus de potions magiques dans ses balles. Ces mots lui transpercent le cœur, mais Elfaria continue de marcher pour cacher ses émotions à Will. Mais ensuite, il dit qu'ils regarderont le coucher de soleil ensemble, ce qui l'a fait s'arrêter. Elfaria ne réalisait pas qu'il se souviendrait de leur promesse d'enfance. Elle se retourne, les larmes aux yeux, promettant de l'attendre, peu importe le nombre d'années que cela prendra. Après son départ, le professeur Werkner a l'intention de dire quelques mots de consolation. Cependant, il l'entend sangloter. Will se fait une promesse, disant que c'est la dernière fois qu'il pleurera à haute voix avec une voix misérable. À présent, Will, l'étudiant autodidacte sans talent mais surdoué, est un étudiant autonome à l'académie. Il se lève tôt pour livrer des journaux dans la région. Les citoyens ont commencé à l'apprécier pour son éthique de travail et son attitude polie. Ils sont impatients de le voir revenir à Janus Place pour son travail à temps partiel. Il se dépêche de livrer le reste des journaux et se dirige vers l'académie. En chemin, Will trébuche dans les escaliers, laissant tomber tous les journaux. Cependant, il réalise une acrobatie éclair pour tout ramasser. Il remarque qu'Elfaria Alvisvina est en première page pour avoir inventé une nouvelle magie. Avec cela, elle a inventé 12 sorts originaux, un exploit qu'aucun mage n'a jamais réalisé dans l'histoire. Soudain, Will lit une demande de la Haute Académie pour collecter des cœurs de glace de marcheurs de givre. De manière inattendue, la cliente est Elfaria elle-même, ce qui le remplit d'enthousiasme. Il retourne à son dortoir pour demander à Rosti du nouvel équipement magique. Il lui parle avec enthousiasme de la commande qu'Elfaria a passée. Elle lui demande des nouvelles des cours, mais Will dit qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Il ira au 4e étage pour collecter des cœurs de glace des marcheurs de givre. Pour cela, il a besoin de ses meilleurs outils, qui sont faits sur mesure. Après avoir récupéré ses affaires, Will part pour le donjon. Il révèle que la grande ancêtre, la reine mage Mercedes, a dit que tout venait des donjons.
Elle a dit à une future génération de s'aventurer dans l'inconnu avec connaissance et sagesse. Elle voulait qu'ils conquièrent l'inconnu sur leur chemin. Selon elle, tout est connecté de haut en bas. Sur ce, Will se dirige vers le 4e étage. Là, il trouve la moitié de l'académie qui se masturbe chaque nuit sur les photos d'Elfaria, tirant des coups partout. Il remarque ensuite Cheyenne en train de détruire des marcheurs de glace à gauche et à droite. Ses sbires le flattent comme d'habitude, affirmant qu'il est le meilleur mage de la ville. Cependant, Cheyenne sait que sa performance n'est pas suffisante pour atteindre le niveau de Will lors de son combat contre le Sentinelle maléfique. Will sent son envie de sang déborder comme ses sucs, réalisant qu'il ne restera plus de monstres dans la zone pour lui. Il se précipite plus profondément dans le 4e étage pour trouver des marcheurs de givre puissants. De manière inattendue, Will trouve un monstre de bas niveau s'attaquant à une jeune fille. Il passe rapidement en mode combat et tue l'autruche avec plusieurs coups d'épée. La fille n'en revient pas qu'il ait utilisé une épée au lieu de la magie. Iris se présente comme la fille qui a souvent les yeux plus gros que le ventre. D'un autre côté, Walkner explique que créer son propre sort est un grand accomplissement. C'est tellement grand que le mage avance au sommet de la tour sans autres exigences. Toute la classe sait que cela semble seulement facile. Cependant, inventer un nouveau sort n'est pas une plaisanterie. Rose veut connaître l'avis de Walkner sur les nouvelles de ce matin. Il affirme que créer 12 sorts originaux a fait d'elle la meilleure mage de l'histoire humaine. Elle demande si Colette est jalouse parce que Will va au donjon pour Elfaria. Walkner les réprimande pour avoir causé du chahut alors que le cours est toujours en cours. Mais elle s'inquiète toujours des intentions de Will en entrant dans le donjon. De retour dans le donjon, elle demande s'il est l'aîné de la 6e année qui ne peut pas utiliser la magie, faisant de lui le premier de son temps. Will trouve étrange que quelqu'un comme Iris l'appelle un aîné. Cependant, elle veut respecter la personne qui vient de lui sauver la vie. Elle veut aider à accomplir l'ordre de l'Académie supérieure et les aider à empêcher le ciel de tomber. Will révèle qu'Iris n'exagère pas ses affirmations. Le ciel sous lequel il se trouve n'est pas réel. C'est juste une barrière dans le ciel maintenue par la magie des Majavenders. Selon la légende, le monde sera de nouveau plongé dans les ténèbres lorsque le ciel tombera. Ce sera le jour où la calamité s'abattra sur eux. Ils apprennent l'ordre non pas parce que tout le monde admire les Majavenders, mais parce qu'ils veulent les aider à maintenir la barrière en place. En chemin, Iris mentionne qu'elle a déjà rencontré Elfaria une fois. Un jour, elle a été entourée par une horde de monstres prêts à la dévorer. À ce moment-là, offrir son corps était la seule option, mais Elfaria l'a sauvée de justesse d'être dévorée. Ensuite, elles ont parlé de beaucoup de choses comme les garçons et les façons dont ils essaient d'entrer dans leur tunnel. Cela dit, elle a dédié sa vie à Elfaria. En entendant l'ordre, elle s'est tellement excitée qu'elle s'est aventurée involontairement au fond du 4e étage. Cependant, après avoir regardé autour, elle se rend compte que la plupart des étudiants ont déjà nettoyé la zone. Même son sort de recherche ne peut rien détecter dans la zone. En même temps, Will se met à genoux et commence à observer la zone. Iris, une utilisatrice de magie, ne comprend pas ce qu'il fait. Il prétend que les marcheurs de givre laissent des éclats de glace en marchant. La plupart d'entre eux mesurent entre 0,5 et 1 mile de large. Cependant, celui-ci est 2 fois plus grand. Cela signifie qu'il y a un colossal plus loin. Iris ne comprend pas comment un non-magicien peut déceler de tels détails alors que son sort de recherche ne fonctionne pas. Il explique que la magie est formidable, mais qu'elle n'est pas absolue, surtout dans le donjon. Il peut égaler les utilisateurs de magie avec des connaissances, de la sagesse et de l'expérience. Iris est choquée que l'expérience puisse être un facteur de survie. Alors que ces mots sortent de sa bouche, un géant marcheur de glace saute hors de la grotte et l'attaque. Will est forcé de sauter de côté avec Iris. Le marcheur de glace laisse échapper un énorme bâillement, gelant la zone environnante. Iris sait que le Frostrex est une sous-espèce avancée de la lignée des marcheurs de glace. C'est un monstre qui vaut 6 points de crédit. En même temps, le monstre attaque avec son souffle glacé, gelant tout sur son passage. Will emporte Iris hors du chemin et lui dit de rester à un endroit. Elle lui dit de ne pas agir imprudemment, car le monstre est trop fort pour lui. Les attaques physiques ne fonctionnent pas sur le monstre. C'est la raison pour laquelle le monstre est connu sous le nom de tueur de nains. La seule façon de le vaincre est d'utiliser la magie à longue portée. Sinon, le monstre le gèlera à mort. Will lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a vaincu ce monstre plusieurs fois. Il saute à l'attaque, faisant que le monstre déclenche à nouveau son attaque de souffle. Cependant, Will glisse habilement sous le monstre pour profiter de son angle mort. Ne sachant pas où il se trouve, le monstre lance une attaque rapide sur le plafond de la grotte, espérant qu'il sera touché par les débris. Iris est obligée de se protéger des débris et de se réfugier derrière ce mur. Elle voit Will profiter de la fumée et des débris pour cacher ses mouvements. Il court habilement derrière le monstre et lui lance l'objet magique. Il va ensuite d'avant en arrière, l'enroulant avec une corde serrée. Le monstre lance constamment des attaques de souffle, mais Will continue d'enrouler le fil autour de lui. Il sait que les attaques physiques ne fonctionnent pas sur lui, car la seule faiblesse du Frostrex est le feu. Et puisque les explosifs sont aussi faits de feu, cela signifie que Will peut le vaincre facilement. Il allume le feu qui se propage autour de son corps et, enflammé de rage,
Au moment où le feu atteint les explosifs, cela provoque la combustion du monstre en cendres, lui offrant une victoire parfaite. Ensuite, les fils de l'outil magique de Wardy se rétractent automatiquement, en faisant un outil magique avec créativité. Iris est choquée par sa performance sur le champ de bataille et se demande comment ce serait au lit. Elle devient toute sombre et méchante en évaluant ses pouvoirs. Il s'avère que le nouveau talent est tout autre chose. Il y a une grande différence entre les rumeurs et la réalité. Mais rapporter cette découverte est le vrai problème. Soudain, Will lui parle de la découverte du noyau, ce qui complète leur mission au 4e étage. Au sommet de la tour, Iris marche dans le couloir en évaluant ses talents avec plus de détails. Elle se rend compte que Will compense le manque de pouvoir magique par sa créativité et son ingéniosité. Sans parler de son sens du combat, qui ne peut être acquis que par une expérience considérable. Elle détache ses cheveux et conclut que Will n'est effectivement pas un mage, mais un guerrier très talentueux. Avant d'entrer dans la pièce principale, elle s'excuse de déranger. À l'intérieur, elle demande au Maggie Vendor un moment de leur temps. Elle demande si sa présence dans la pièce les dérange. Cariot Wiseman adopte un ton condescendant, affirmant que c'est juste la réunion insignifiante qui lui donne la chair de poule. Ils sont généralement occupés à empêcher la barrière d'être franchie et le monde d'être détruit. Zio affirme que les hôtes célestes à l'extérieur de la barrière les observent paisiblement de l'autre côté. Il s'inquiète de ne pas avoir le nombre ou la force nécessaires pour les affronter directement. Eleanor mentionne qu'ils ont besoin de plus d'images d'élite pour le jour fatidique. Ils ne peuvent pas permettre que le lore devienne réalité. Zio va droit au but, demandant comment ça se passe du côté de l'observatrice. A-t-elle trouvé quelqu'un qui mérite qu'elle y consacre son temps? Elle révèle qu'un prospect intéressant est apparu dans sa recherche. Il ne peut pas utiliser la magie, mais est un guerrier impeccable. Certains des Maggie Vendor refusent instantanément cette idée, mais Zio entraînera n'importe qui tant qu'il est bon. Finalement, il décide d'attendre le prochain grand festival de la magie, espérant que les talentueux se démarqueront des masses et laisseront les déchets derrière. L'Académie de magie de Regardon a des conditions pour se qualifier pour l'Institut supérieur. Les candidats normaux doivent obtenir 7000 sur les 12 000 points de crédit totaux à l'Académie pour avancer. C'est la condition absolue pour devenir un Maggie Vendor. Dans la salle d'entraînement, les étudiants doivent vaincre des golems de pierre pour obtenir des crédits et des travaux de sort. Cheyenne lance sa magie de flamme signature, Crim Serve, pour anéantir les golems. Colette utilise les débris de son attaque en plus de la magie de terre, Styr Viola, pour réduire ses ennemis à néant. Le professeur annonce que tous deux ont réussi le test, Cheyenne avec 9 889 crédits et Colette avec 7 340 crédits. Pendant ce temps, Will est occupé à esquiver l'attaque du golem. Sans son épée, il ne peut rien faire contre ça. Pourtant, il se précipite instinctivement de côté et se prépare à le frapper dans le ventre. Les autres étudiants sur le côté, qui aiment donner des conseils, demandent ce qu'il fait. Ils n'arrivent pas à croire qu'un étudiant de l'Académie magique envisage de donner un coup de poing. Ils lui disent d'utiliser ses baguettes. Ces insultes de côté distraient Will, donnant au golem l'occasion de le balayer. Cela leur donne encore plus de chances de le railler. Ces voyous décrivent à nouveau toute la situation, disant qu'ils n'attendent rien de moins d'un rat de bibliothèque, qui est un éternel échec. Après un bref rire, tout le monde dirige son attention vers Leanna Owenzos, l'une des 3 meilleures de l'Académie. Elle lance Sagius Leo, créant des flèches de foudre. En même temps, l'elfe, Wignall Linder, lance de la magie du vent. Les flèches de Leanna transpercent l'armure du golem, rendant sa mobilité inutile. Elle lance ensuite simultanément un autre sort puissant pour le détruire. Pendant ce temps, le sort de Wignall est plus élégant. Il crée un tourbillon, détruisant sa cible sans pitié. Puis vient le 3e membre, Julius Rinberg, avec plus de 10 000 crédits, qui entre dans la compétition avec sa magie de glace. Il lance silencieusement ses roses glacées, qui prennent racine dans l'armure du golem. Quelques instants plus tard, alors que la fleur s'épanouit magnifiquement, tous les golems sont transformés en glace. De manière inattendue, il gèle également les golems qui étaient destinés à tester d'autres candidats. À ce moment-là, Leanna se rend compte que Julius et Wignall ont perdu le contact. Il lui rappelle que la fête approche et donc perdre leur contact n'est pas une option. Julius s'approche d'eux et déclare son intention de guerre. Il s'attend à ce qu'ils acceptent un cadeau de sa part avant cela. Cependant, Wignall tranche la rose en morceaux avec des coups de vent. Les choses ne s'arrêtent pas là car Leanna exprime sa colère en l'éclairant. Will réalise que ces 3-là avanceront sûrement vers le royaume supérieur. Cependant, ses chances sont presque nulles puisque ses scores de crédit sont un peu au-dessus de 5000. Les 3 passent devant lui et Julius lui dit de rester à l'écart de son chemin. C'est alors qu'un des étudiants affirme qu'ils seront repérés au grand festival de magie. Cela lui fait réaliser que c'est déjà cette période de l'année. Dans le réfectoire, Colette claque la nourriture sur la table, disant que Will doit participer au grand festival de magie. Elle pense qu'avancer en crédit uniquement par l'écriture et la pratique ne le mènera nulle part.
De plus, les recruteurs au grand festival de magie choisissent les individus pour leur talent et non pour leur score de crédit. Will est d'accord avec son raisonnement. Cependant, il sait que tout le monde essaie de renverser la situation avec cette seule chance, et donc ils sont tous prêts à tout. Il explique qu'un certain nombre de compétitions ont lieu lors du grand festival de magie. Non seulement cela, mais des mages de haut niveau descendent de la tour pour chercher de nouveaux talents. Malgré son hésitation, Colette pense que c'est sa seule chance de progresser vers l'académie supérieure. Elle me rappelle qu'il y a des factions majeures là-haut. La baguette du Seigneur de la Foudre, Torsia's Face, la baguette de l'Elfe Effrayé, Elif Canon, la baguette de l'Empereur des Flammes, Incendia Barham, la baguette de la Vierge de Glace, Albus Vina, et la baguette du Souverain de la Lumière, Mysterias Noah. Elle affirme que sa vie sera réglée si l'une des 5 factions le choisit. Cela lui donnera également une chance de montrer ses véritables pouvoirs et de changer l'opinion des gens à son sujet. Il apprécie vraiment qu'elle s'inquiète pour lui. Cependant, il pense que sa participation au grand tournoi de magie en ferait juste un événement sportif ordinaire. De plus, les événements d'il y a 2 ans le hantent encore. Colette sait que le 50e grand festival de magie a été nommé le pire de tous les temps. Will dit qu'oublier ses souvenirs a été difficile pour lui. Plus tard dans la soirée, près du vestiaire, il trouve des étudiants s'entraînant pour le grand festival de magie. Colette insiste fortement sur ce point, affirmant que des recruteurs d'autres départements choisiront également des étudiants lors du festival. Il peut se porter garant pour d'autres parties si les recruteurs de la tour ne le choisissent pas. Cependant, Will lui a déjà dit que ça n'arrivera pas. Il ne peut pas utiliser la magie et c'est tout. Sur ce point, elle oublie qu'il ait jamais rejoint le tournoi et continue sa journée. Quelques instants plus tard, elle remarque un sort de barrière sur la trappe. Elle pourrait facilement briser la barrière par la force. Cependant, le bruit attirera l'attention de tout le monde. De manière inattendue, Kiki utilise ses capacités pour démanteler la barrière sans un bruit, révélant des escaliers qui descendent. Ils découvrent une opération de jeu clandestine tenue par des élèves de second plan. Colette n'en revient pas qu'ils mènent une opération où le professeur ne prête pas beaucoup d'attention. De manière inattendue, il trouve Tian à l'événement, observant tranquillement d'en haut. Il crie sur Will pour avoir envahi sa vie privée. Soudain, Colette s'interpose entre eux, leur disant de la fermer. Maintenant, Will lui demande son but, puisqu'il ne parie pas. Ses 2 acolytes interviennent, disant que Xian ne ferait jamais ça. Ce n'est absolument pas comme s'il s'inquiétait de l'écart entre lui et les 3 premiers. De plus, l'idée qu'il l'ignore ne lui a jamais traversé l'esprit, même une seule fois. À ce moment-là, Xian leur dit de se taire avant qu'il ne le déshabille devant la fille. Colette le taquine sur sa peur de laisser les projecteurs aller au-delà de lui. Xian affirme que ses scores de crédit sont presque comparables aux 3 premiers. Il a juste perdu quelques crédits en écrivant. Cependant, il travaille dur depuis cet incident avec Will, et donc ses compétences magiques sont comparables aux leurs. Mais il ne comprend pas pourquoi diable il se justifie auprès d'eux. Après avoir terminé le cours de préparation de sorts, tout le monde ferme ses livres, voulant s'échapper de la prison. Will réveille Kiki pour partir. En même temps, Colette l'arrête et demande s'il est libre pour la journée. Elle veut explorer le donjon avec lui. Cependant, Will s'excuse, car il doit terminer son service à la taverne de Gina. Sa taverne se trouve dans le quartier des bas-fonds, où les nains exploités viennent quotidiennement boire leur alcool. Les sons de leur rire font que Will travaille là tous les jours. Gina prépare quelques repas et demande à Will de les servir. Les nains sont plutôt détendus avec Will à ce stade, surtout Donan, qui reçoit des journaux livrés à la main par lui tous les jours. Il plaint Will de travailler dur chaque jour. Il lui rappelle que quelqu'un avec son talent magique ne peut obtenir aucune bourse. Donan sait que le grand festival de magie approche. Il dit à Will que sa situation sera bien meilleure s'il y participe. À ce moment-là, Gina lui dit d'arrêter de bavarder et de retourner au travail. Elle pense que son copain travaille beaucoup plus dur que lui. De manière inattendue, Rusty remplace pour aider Will avec le rush du dîner. Il la bouscule accidentellement et s'excuse de lui faire subir autant de travail. Bien qu'elle pense que travailler sans magie est une expérience nouvelle, cela lui fait comprendre comment vivent les gens de l'autre côté. Quelques instants plus tard, Gina lui demande d'amener quelques autres employés à temps partiel comme Rusty, mais les nains pensent que Will mérite une augmentation de salaire car il travaille 2 fois plus dur. De retour dans la zone de lavage, Rusty mentionne que Will reçoit un salaire bas de Gina. Il peut probablement demander à Professeur Worker un meilleur emploi. Elle est sûre qu'il arrangera quelque chose. Will le sait aussi, mais le déranger plus qu'il ne l'a déjà fait n'est pas son style. Cependant, il y a plus que le salaire. Il adore travailler avec les nains. Leur travail acharné incroyable lui vaut un respect éternel. Une cuillère tombe de la pile d'assiettes, le forçant à se baisser pour la ramasser. À ce moment-là, Julius entre dans la taverne avec ses sbires. Il déteste immédiatement l'ambiance de tout l'endroit. Mais son acolyte affirme que c'est la seule taverne ouverte en ville. À ce moment-là, Will croise son regard. Il n'arrive pas à croire que l'incompétent travaille là. Il rit très fort que l'incompétent s'intègre avec les nains malodorants. Donan veut lui rendre hommage pour les insultes envers Will, mais les autres nains l'arrêtent, connaissant les conséquences.
Julius adopte un ton condescendant en parlant à Donan. Il demande ce que signifie ce regard dans ses yeux. Il ne se prive pas de leur rappeler qu'ils sont des immigrants d'un autre monde. Il lui dit de se souvenir de sa place. Malheureusement, Donan ne peut rien dire car ils n'ont aucun droit. Passant à autre chose, il s'assoit comme s'il était chez lui. Pendant ce temps, Will explique que les nains ont migré vers leur monde lorsque les hôtes célestes ont détruit le leur. Julius continue de parler sur le même ton, même en demandant de la nourriture et des boissons. Cependant, Will l'ignore et continue d'expliquer que les nains sont méprisés, contrairement à la nation elfique. Dans leur monde, la magie est l'autorité suprême. Si un nain posait la main sur les elfes, leur statut dans ce monde serait diminué. Ils pensent que les haricots sont cultivés à partir du sol aride, que les nains cultivent avec leur sagesse. Leur sueur est la preuve de leur travail acharné dans les conditions les plus difficiles. Il affirme que ce ne sont pas des choses dont on peut se moquer, même pas par l'un des 3 meilleurs de l'Académie de magie. Pourtant, Julius n'écoute pas une chose. Il se moque de ceux sans talent qui cliquent le pied du nain pour quelques pièces. Il pose son pied sur la table, disant qu'il les appelle des horreurs. Puis il donne un coup de pied dans l'assiette de haricots. Elle tombe sur sa chemise, mais Will refuse de broncher face à la situation. Son regard en colère les 2 sbires, les incitant à se lever de leur siège pour lui donner une leçon. De manière inattendue, Will les attrape par le col et les claque contre la table. L'impact fait tomber les boissons sur le visage et les cheveux de Julius. Il n'a pas été humilié de cette manière depuis longtemps. Julius utilise ses capacités magiques, gelant tout avec sa magie de glace. Will essaie d'esquiver ses attaques, mais là où il pose le pied, les pics de glace l'attrapent. Finalement, il est contraint de briser la glace avec son pied nu. Cependant, Julius le repousse contre le mur, gelant ses membres. Cependant, le regard dans ses yeux ne change pas, ce qui le fait changer d'avis. Il décide que le geler dans une taverne n'est pas amusant. Il veut le vaincre au grand festival de magie et quitter l'académie quand il perdra. Will accepte le défi et dit qu'il s'excusera auprès de Donan après avoir perdu. Le jour du festival, Will est assis nonchalamment dans la loge, se préparant pour les batailles à venir. Il entend l'annonce du directeur à travers le micro. Elle commence la compétition avec une citation célèbre de la fondatrice, Mercedes. Elle leur a conseillé de s'entraîner, de concourir et de maîtriser leurs compétences à travers cette compétition, leur permettant d'avancer dans la tour. Cela dit, le grand festival de la magie commence, accompagné de feux d'artifice. Le chef des éclaireurs de l'Action Feu ordonne à ses hommes de rester vigilants. Ils doivent tout observer, dans les moindres détails. Dans la première course, Leanna s'élance dans le ciel, laissant tout le monde dans sa poussière. Elle passe à travers les obstacles avec une grande précision, attirant l'attention de ses camarades de classe. Palm Snook, un élève de 6e année à l'académie, est émerveillé par sa vitesse. Il prédit qu'elle va gagner la course cette fois-ci, ruinant les espoirs et les rêves de tout le monde. Son ami, Flip Marteau, est d'accord avec sa prédiction et lui rappelle que Mademoiselle Parfaite est au sommet de la chaîne alimentaire pour une raison. Les éclaireurs remarquent que la princesse de la Terre ne participe pas au tournoi cette année. Pendant ce temps, tous les autres éclaireurs travaillent dur pour noter chaque détail. Chaudron les remarque en train de travailler dur pour trouver le candidat parfait. Cependant, les gens de la tour n'ont pas perdu de temps pour sélectionner leur candidat. Iris lui rappelle qu'il y a d'autres associations de mages en dehors de la tour qui cherchent des candidats de qualité. La lutte entre eux sera une compétition en soi. En attendant, le commentateur annonce que Miss Perfect a remporté la course aérienne pour la 2e fois consécutive. Elle règne en tant que leader incontesté de cette académie. Coldron trouve étrange qu'Iris parte déjà. Elle a son propre travail en tant qu'éclaireuse. De plus, il y a un certain aîné qu'elle veut encourager. D'un autre côté, les sbires de Xian lui souhaitent bonne chance pour le prochain match. Ils peuvent l'encourager depuis la touche même s'ils ne se sont pas qualifiés pour le festival. Xian affirme que refuser la demande d'une fille n'est pas dans son sang. De manière inattendue, Colette a sorti tout son charme, disant que Xian était le seul à rejoindre sa fête. De plus, elle a exprimé sa culpabilité en lui demandant de baisser sa garde. Il est content que Colette comprenne enfin que passer plus de temps avec lui est mieux que de gaspiller sa vie avec le raté. Il se précipite vers le vestiaire pour passer un moment seul avec elle. Malheureusement, en ouvrant brusquement la porte, il découvre que Will est déjà présent sur les lieux avec elle. Il ne comprend pas pourquoi le minable est assis avec eux. Colette lui rappelle que c'est elle qui lui a demandé de rejoindre sa fête. Pour participer à la compétition Crown Attack, une équipe a besoin d'un total de 21 000 points de crédit. Pour faire simple, il a été utilisé et jeté comme du papier toilette. Il ne comprend pas pourquoi Will participe à une compétition de haut niveau comme Crown Attack. Peu après, Julius passe derrière Xian, mais l'ignore complètement. Il remarque que Julius et Will sont concentrés l'un sur l'autre. Xian ressent la même humiliation qu'avant. Il est déterminé à montrer à tout le monde qu'il n'est pas une merde à laisser de côté. Bientôt, Mike, le commentateur, se présente et salue la foule. Son co-commentateur est le professeur le plus détesté de l'académie. Il souhaite enfoncer un sort dans le cul de la vipère, connaissant l'historique d'Edward avec les étudiants. Finalement, Edward menace de le tuer si sa bouche ne se tait pas.
Sur ce point, Mike demande à la faction elfique de travailler leur magie sur l'arène. Il crée différents terrains, en commençant par le volcan, la zone marécageuse, la zone aride, la prairie et la forêt. Contrairement aux autres compétitions, l'attaque de la couronne se déroule par équipe de 3. Chaque équipe commencera à l'extérieur de la zone aride pour atteindre le stade. Celui qui atteint le stade en premier et marche sur la couronne remportera la compétition. Cependant, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Les étudiants ne feront pas seulement face aux conditions difficiles de ces zones spécifiques, ils devront aussi affronter les pièges tendus par les professeurs. Mike rappelle à tout le monde qu'il s'agit de la compétition de plus haut niveau de tout le grand festival de la magie, où les éclaireurs gardent un œil attentif sur la compétition car tous les candidats de haut niveau sont sur le champ de bataille. Mike révèle également les statistiques empruntées au club de paris clandestin de l'école. Wignall et Julius sont les plus favoris pour gagner cette année. Cependant, il y a une tournure unique cette fois. Apparemment, l'escouade 6, y compris Sian et Colette, s'est associé avec le sans talent de l'académie, Sian. Tout le monde se moque de lui pour avoir participé à la compétition la plus élevée. Ils pensent tous que le rat de bibliothèque est devenu fou. Le professeur Werkner veut qu'il reconsidère sa participation au tournoi. Cependant, Will affirme qu'il gagnera cette bataille quoi qu'il arrive. Juste au moment où la bataille commence à l'extérieur de la Terre désolée, des milliers de golems surgissent du sol pour former un mur. Ils sont le premier obstacle que les étudiants doivent franchir. À la grande surprise de tous, Will se précipite vers eux sans armes. Les étudiants pensent qu'il est suicidaire puisque ses coups de poing étaient à peine efficaces dans la salle d'examen de sortilège. Will demande à Colette de lancer son sort pour surcharger ses gantelets magiques. Il utilise la puissance du sort et l'élan pour percer le mur de golem comme s'ils étaient des dominos. À ce moment-là, tout le monde dans l'arène a la bouche grande ouverte. Mike n'arrive même pas à croire que ce qu'il voit était réel. Le professeur Werkner, quant à lui, savait que cela allait finir par arriver. Pendant ce temps, Colette explique que Will a utilisé son gantelet magique pour frapper les golems, ce qui n'est absolument pas contre les règles. Après avoir vu sa performance, Sian se souvient du jour où Will l'a sauvé du donjon. Il s'est senti dégoûté quand le pire élève de leur école a dû intervenir pour le sauver. Depuis ce jour, Sian s'est entraîné jour et nuit jusqu'à ce que ses membres cessent de fonctionner. Parler français, ils voulaient devenir le plus fort de leur académie. Cependant, même maintenant, Will a réussi à le surpasser. Pendant tout ce temps, Mike annonce que l'escouade 6 prend la tête pour entrer dans les terres désolées. La zone est remplie de tourelles automatiques qui utilisent la magie de la terre pour lancer des rochers à grande vitesse. Colette le prévient d'un tir imminent, forçant Will à frapper le sol à main nue pour créer un mur. Ensuite, Colette lance un sort de terre pour conjurer plusieurs épées, car c'est son arme préférée. Will ramasse l'épée tout en courant devant. Au lieu de réduire la distance, Will lance les épées, détruisant les cibles comme du gâteau. Certains étudiants pensent que Will ne peut se battre que grâce à la magie de Colette. Cependant, le professeur Edward commente que Will se déplace comme un vétéran des donjons. Sa vaste connaissance et expérience lui permettent de faire des mouvements efficaces, presque comme un réflexe naturel. Malheureusement, l'une des épées ne parvient pas à détruire la cible et coupe la falaise sous le piège. Elle tombe soudainement au sol et se prépare à tirer. Mais avant que cela ne se produise, Will ramasse la dernière épée et la détruit d'un coup. Les autres équipes avancent rapidement vers la zone des terres désolées par peur de prendre du retard sur Will. Malheureusement, leur précipitation les conduit à de nombreux pièges, mettant fin à leur voyage avant même qu'ils ne puissent commencer. À présent, tout le monde se demande si Will va prendre la première place dans l'attaque de la couronne. Les acclamations et le bruit de la foule irritent Julius à un point indescriptible. Il demande à ses amis s'il y a eu un grand bouleversement dans le tournoi. Ses coéquipiers révèlent avec hésitation que Will et son équipe sont en tête. À ce rythme, ils sont sûrs de prendre la première place. Julius rit de la situation, impatient de le rencontrer au combat. Il laisse ses coéquipiers derrière, affirmant que sa force seule suffit pour vaincre Will et son équipe. En attendant, Will et ses coéquipiers entrent dans la forêt, qui se trouve être la dernière zone de la compétition. Malheureusement, ils tombent sur un piège de sort de chaîne supérieure mis en place par moi-même, Viper Sensei. Pas de souci, Will creuse autour des cercles magiques, les extrait du sol et les vise chacun sur eux-mêmes. Cela détruit facilement le piège, leur permettant d'avancer. À ce moment-là, Mike, qui regrette de ne pas avoir parié sur Will, veut connaître l'avis d'Edward sur ces pièges détruits plus rapidement que les précédents. Il ne dit rien, sauf un petit claquement de langue, prouvant qu'il est énervé. C'était suffisant pour Mike et le reste des étudiants qui voulaient voir ce jour arriver. De retour sur le champ de bataille, Will est impatient de traverser la zone boisée avant l'arrivée des autres équipes. Il est de notoriété publique que la zone près du stade est la plus mortelle. Les autres équipes tentent des embuscades à leurs adversaires pour prendre l'avantage. Il veut obtenir l'avantage du terrain avant que Julius n'arrive pour le tuer. Alors qu'il avance, une attaque magique soudaine passe devant lui et gèle les arbres en arrière-plan. De manière inattendue, Julius apparaît sur la scène de nulle part. Will est surpris de voir qu'il a battu son équipe à la course.
Il s'inquiète pour ses coéquipiers cachés dans les arbres, attendant de l'embusquer au bon moment. Cependant, Julius passe à l'offensive, conjurant plusieurs flèches de glace. Mais avant qu'il ne puisse les attaquer, Cheyenne active ses flammes, évaporant toute la glace dans la zone. Il prend quelques minutes pour lancer l'un des sorts de flammes les plus puissants jamais connus de l'humanité, Iflamme Ver des Lions. Colette remarque que Will se tient sur le chemin de l'attaque. Elle lui dit de s'enfuir, mais c'est trop tard. Un instant avant que l'attaque ne le touche, elle lance une barrière protectrice de terre autour de lui pour le protéger de l'attaque. Le sort de Cheyenne est si puissant que tout le stade commence à trembler. Heureusement, grâce au bouclier de Colette, Will parvient à survivre à l'attaque. Cependant, il ne sait pas ce qui vient de se passer. À ce moment-là, elle comprend que l'attaque visait à la fois Will et Julius. Elle veut savoir quelles étaient ses intentions avec cette dernière attaque. Cheyenne affirme qu'il a suivi tous ses ordres comme un bon garçon. Mais maintenant, il est temps de récupérer son paiement. Il défie Will à un combat en tête-à-tête, ignorant la compétition. Will est choqué par sa décision, mais il n'attend même pas son consentement. Pendant ce temps, Julius crée une barrière de glace entre eux. Il attaque Colette de nulle part et ses cris atteignent Will de l'autre côté. Sian attaque, le forçant à se défendre avec son épée. Cependant, la prise maladroite fait tomber l'épée de ses mains. Will essaie de le calmer, disant que ce n'est pas le moment de se battre entre eux, mais Sian lui conseille de se dépêcher de ramasser l'épée avant qu'il ne soit grillé. Même après que Qian ait détruit la moitié de la forêt et ait presque incendié Will, il ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé dans les minutes précédentes. Il reste là, se demandant s'il a été attaqué ou quelque chose. Entre-temps, Qian dit à Julius de s'écarter avant que son derrière ne soit grillé. Colette sait que Will est sur le point de se battre contre Julius. Elle essaie de lui faire entendre raison. Cependant, Sian en a assez de jouer les gentils garçons. Il a suivi toutes les demandes de Colette jusqu'à présent, mais cela s'arrête ici. En ce moment, il veut se battre contre Will. Il le défie en duel, mais Will ne comprend pas ce qui se passe. Il leur rappelle qu'ils sont au milieu du grand festival de magie. Il demande ses raisons de le défier. Cependant, Qian attaque sans répondre à ses questions, le forçant à reculer d'un bond. Sian affirme qu'il est une offense pour ses yeux et ses oreilles. Il n'a pas besoin de raison pour écraser quelqu'un comme lui. En entendant cela, même Colette se demande d'où vient une telle haine envers Will. Elle veut qu'ils arrêtent de se battre, mais à ce moment-là, Julius lance un sort de glace, créant un mur entre eux. À ce stade, elle n'arrive pas à croire qu'il ait survécu à une attaque frontale de Sian. Sans perdre un instant, il l'attaque et les cris atteignent Will de l'autre côté. Il s'inquiète pour sa sécurité, la distrayant de l'ennemi devant lui. En colère, Sian l'attaque avec un sort de fouet pour capter toute son attention. Will ne peut rien faire d'autre que dévier ses attaques. Cependant, ses attaques repoussent son épée de quelques mètres en arrière. Will essaie toujours d'arrêter le combat insensé entre eux. Pourtant, Sian est uniquement concentré sur le fait de le tuer. Il y a 10 ans, juste après qu'Elfaria ait quitté l'académie, les gens ont commencé à harceler Will. Il collait une note sur son dos affirmant qu'il ne valait rien, sans talent. Sian détestait les autres enfants qui l'intimidaient. Voir Will était carrément déprimant pour lui. Alors, il a brûlé la note avec de la magie de feu. Sian l'invite à devenir son subordonné pour éviter d'être harcelé. Cependant, il ne lui accorde pas une seconde d'attention. Sian était énervé qu'il s'en fiche. Alors, il le force à se retourner et à lui faire face. De manière inattendue, Will lui dit de le laisser tranquille. Son regard vide et furieux fait flipper Qian. Pourtant, il a refusé de l'abandonner. À partir de ce jour, il a commencé à le mépriser pour tout. À présent, il continue de lancer sort après sort sur Will avant qu'il ne puisse attraper son épée. Heureusement, il parvient à tous les dévier juste à temps. Il demande s'il va sauter partout comme un animal juste pour survivre. Il ouvre les bras et le défie d'attaquer de front. Will lui rappelle qu'ils sont dans la même équipe. Avec son épée rouge brûlante, Will lui parle de ses responsabilités. Il doit tenir sa promesse à M. Donner et aux autres. Pour cet objectif, il ne peut pas le combattre maintenant. Malgré son explication, Julius ne veut pas écouter sa raison. Il va simplement le réduire en cendres si Will refuse de se battre. À ce stade, il se demande si le combattre est sa seule option.
Dans l'arène, Mike commente le développement étrange de la compétition. Il rappelle à tout le monde que l'Escouade 6 était en tête, mais l'explosion de Kian a tout gâché. Avec Edward étant un expert, il affirme que se battre entre coéquipiers est hors de question. En considérant les principes fondamentaux de la compétition de la couronne, les éclaireurs qui sont descendus de la tour pénaliseront sévèrement cet éclat. Mike respecte son analyse experte de la situation, mais son sourire le terrifie énormément. Tout comme Edward l'a défini, les éclaireurs considèrent Sian Ulster comme rien d'autre qu'un écolier. Ils méprisent tous ses succès passés comme s'ils étaient des déchets. Même Rusty est au bord de son siège, se demandant ce qui va se passer ensuite. Soudain, Iris, la camarade de classe qui peut se lier d'amitié avec n'importe qui, demande la permission de s'asseoir. Après s'être assise, elle commence à encourager Will, ce qui surprend Rusty. Elle ne croyait pas qu'Iris était du genre à s'attacher à quelqu'un en particulier. Iris révèle que quelqu'un lui a parlé de Will avant de descendre de la tour. Au début, elle ne lui a pas prêté beaucoup d'attention. Cependant, elle est accrochée à lui pour une raison quelconque. Rusty mentionne que Sian est aussi très populaire et donc Will attire l'attention de tout le monde. Iris réalise qu'il y a quelque chose de louche dans le réservoir. À ce moment-là, elle avoue son amour pour Will, bien qu'elle soit sûre que Colette est aussi amoureuse de lui. De retour dans l'arène, Colette se précipite de l'autre côté du mur, sachant qu'elle est la seule à pouvoir les empêcher de se battre. Cependant, Julius la nargue pour lui avoir tourné le dos. Il affirme que son attitude ringarde ne convient pas au titre de princesse de la Terre. Colette n'aime pas que quelqu'un l'appelle par ce nom. Elle le prévient de ne pas le dire à nouveau, sinon il le regrettera. Pourtant, Julius ne tient pas compte de son avertissement et continue d'attaquer. Soudain, plusieurs Julius commencent à apparaître partout sur le champ de bataille. Même Mike est confus quant à ce qui se passe. Julius rend visite à Wignall, mais son apparition ne le prend pas au dépourvu. Au lieu de cela, il rend le cadeau de fleurs d'Avent, le frappant avec un sort de vent par en dessous. Il découvre que Julius a appris un sort de clonage en utilisant une technologie appartenant à une Maja Vander. Pourtant, les éclaireurs elfes de la tour ne sont pas impressionnés par sa démonstration de pouvoir. Elle affirme qu'il ne dépasse ni ne déçoit leurs attentes, mais cela ne la concerne pas. Elle veut juste retourner à la tour et redevenir une recluse. En attendant, un des sbires de Sian se demande qui gagnerait entre Julius et Wignall. Il pense que l'Escouade 6 aurait gagné si Sian n'avait pas dévié du script. Il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Cependant, l'autre acolyte sait ce que Sian ressent à propos de Will. Certes, essayer de le faire expulser de l'académie était un peu exagéré, mais il sait pourquoi Sian est en colère contre lui. Alors que ses pensées troublent le public, Will est perplexe face à ses propres questions. Il ne comprend pas pourquoi Sian est obsédé par ses fesses. Tous les étudiants l'intimidaient sans raison. Il connaissait ses propres limites et se considérait comme un échec. C'est pourquoi il voulait que tout le monde le laisse tranquille. Il n'avait pas le temps de s'occuper des personnages secondaires. Son attention était uniquement sur le sommet de la tour et sur ses retrouvailles avec Elfaria. Soudain, Sian lance un sort de haut niveau pour invoquer un faucon gardien fait de feu. De manière inattendue, le gardien commence à attaquer Will sans prévenir. Bien qu'il ne comprenne pas le sort, il pense que couper son aile créerait une ouverture. Cependant, son plan échoue car le faucon subit une régénération à grande vitesse. Il l'attaque de plusieurs côtés en même temps, le forçant à le bloquer à main nue. Will sait que les gardiens sont généralement utilisés pour défendre leur invocateur ou gagner du temps jusqu'à ce que l'incantation soit terminée. Mais pour une raison quelconque, le gardien de Sian peut attaquer de plusieurs côtés, ce qui n'a pas de sens. Will parvient à bloquer l'attaque, mais la démonstration de la puissance magique de Sian laisse tout le monde en admiration. Même Edward n'arrive pas à croire que Sian ait une telle maîtrise de la magie du feu. Les éclaireurs de la faction de l'Empereur des Flammes n'en croient pas leurs yeux. Ils sont impressionnés par la capacité de Sian à utiliser de la magie de haut niveau et à invoquer un gardien offensif. L'un des éclaireurs lui informe que Sian est le prochain en ligne pour devenir le chef de la famille Ulster. C'est un excellent élève, mais il est derrière Lyanna, Julius et Wignall. Malgré cela, l'éclaireur principal pense qu'il a brisé sa coquille.
Tout comme il pense qu'un poussin nouvellement né est sorti de son œuf, la personne devient un faucon et surprend tout le monde. Il prévoit immédiatement de rapporter cette découverte à l'empereur des flammes. Will reconnaît également que Xian est devenu plus fort. Il provoque même Will en demandant si c'est tout ce qu'il a. Il affirme qu'il n'était pas aussi inutile lorsqu'il a vaincu le sentinelle maléfique dans le donjon. Pourtant, il ne comprend pas la raison de sa rage. À ce moment-là, Xian demande s'il n'est toujours pas en colère après avoir été autant ridiculisé par tout le monde. Il demande s'il n'est pas furieux d'avoir subi tant d'intimidation. Il éclate, affirmant qu'il est furieux contre tout le monde. Il a perdu le compte du nombre de fois où il a voulu se venger de lui. Cependant, ce n'est pas le moment de se battre entre eux. Il doit combattre et vaincre Julius. Naturellement, Xian est frustré qu'il pense encore à combattre Julius. La simple vue de lui l'exaspère au plus haut point. Il s'est battu sans abandonner, même sans aucun talent. Pourtant, il regardait tout le monde à côté de lui. Xian lui demande de le regarder. Il ne tolérera plus son ignorance. Will ne savait pas qu'il le regardait de cette manière. Cependant, au fond de lui, il voulait que Xian le reconnaisse. Et puisque c'est maintenant le cas, Will est prêt à le combattre de toutes ses forces. Enfin, Xian est excité qu'il prenne cela au sérieux. Il commence à lancer l'un des sorts les plus puissants de son arsenal. Cependant, Will n'est pas du tout inquiet pour sa magie. Il a déjà vu son timing, ce qui rend facile de le contrer. Xian lance 2 sorts en même temps, mais malgré tout, il a vu son chemin. Au lieu de se défendre contre son attaque, Will décide de sauter dans le sort de destruction. Connaissant le chemin du sort, il peut facilement contrer l'attaque. Xian est choqué de le voir adopter cette approche. Avec cela, il s'approche pour le frapper à bout portant, mais réalise bientôt que c'est la fin de leur combat. De manière inattendue, Colette apparaît sur la scène et lance un sort de terre entre eux avant que son attaque n'atteigne Xian. Incapable de freiner, Will heurte le mur et tombe. Tous deux sont choqués de la voir venir arrêter le combat dans une tenue brûlée. Will est confus quant à ce qui est arrivé à Julius. Elle lui a botté les fesses. Cependant, il a soudainement disparu de sa vue. Soudain, Xian crie à Colette pour être apparu dans une telle tenue. Il affirme qu'il est illégal pour une noble dame non mariée de se présenter dans un tel état. Elle prétend que c'est de sa faute si elle a brûlé tout le village. Elle détourne ensuite son attention vers Will. Elle lui rappelle sa mission de se battre avec Julius. Cependant, Xian dit que personne ne peut se mettre en travers de son chemin, pas même Colette. À ce moment-là, elle l'informe que c'est lui qui s'est mis en travers de leur chemin. Finalement, Will la couvre avec son manteau et la remercie d'avoir arrêté le combat. Cela la fait brûler d'émotion. Avant de partir, il assure à Xian qu'ils auront un vrai combat à l'avenir. Pendant ce temps, Mike et le reste du public se demandent qui sera le premier à entrer dans le stade. Bientôt, l'escouade 9 dirigée par Julius entre dans le stade sans une égratignure sur ses coéquipiers. Mike réalise qu'ils vont être les gagnants cette année, puisque personne n'est là pour les arrêter. Cela signifie que toutes ces économies pariées sur Wignall seront perdues. Soudain, Will entre dans le stade en utilisant son équipement spécial de fil, choquant tout le monde présent sur les lieux. Dans son mode sérieux, il défie Julius à un combat devant tous les éclaireurs, ce qu'il accepte. Alors, pensez-vous que Will peut battre Julius? Partagez votre avis dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, laissez un like si vous voulez une suite et regardez le prochain anime à l'écran.